Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez. Bien, d'abord, c'est pas Georges-André Morin qui va vous parler, c'est Georges-André Morin qui va vous lire finalement un document adapté qui est un dialogue qui fut diffusé sur France Culture le dimanche 10 ou 11 octobre dernier entre lui-même et notre ami Patrice Sifflet, qui est membre de la Fédération de la Libre Pensée de l'Hérault. Alors, si on en revient aux mutineries des soldats du contingent qui se sont déroulées en 1907 dans le Languedoc, puis dans tout le midi de la France au moment de la gravissime crise viticole que traversait notre pays à ce moment-là, ces mutineries sont importantes, mais sont finalement souvent plus ou moins occultées par l'histoire. Ça fait partie des sujets dont on n'aime pas parler. J'évoquais avec nos amis allemands tout à l'heure l'histoire de l'Allemagne d'avant 1914. Ça n'intéresse pas beaucoup les Allemands d'aujourd'hui, à mon avis, à tort. Et c'est pareil, il y a quelques périodes comme ça, la guerre de 70, les mutineries, etc., dont l'historiographie officielle n'aime pas trop parler. Alors, ces mutineries ont fait l'objet d'une chanson écrite par Montéus, dont le refrain résume parfaitement la portée. Braves soldats du XVIIe, excusez-moi, je ne chante pas. Salut, brave piou-piou, chacun vous admire et vous aime, à votre geste magnifique, vous auriez, en tirant sur nous, assassiné la République. Jaurès commentait, lui, dès le 29 juin 1907, l'événement qui se déroule là-bas et qui n'a pas épuisé ses conséquences est un des plus grands événements sociaux qui se soit produit depuis 35 ans. Alors, si on regarde le contexte, le Midi était finalement, s'était montré en 1871 et en 1870, au moment de la chute pitoyable du pseudo-régime impérial de Badinguet, une région relativement chaude. Il n'y a pas eu une commune, il y a eu 3 communes à Marseille, il y a eu une commune à Narbonne, et toute cette région était finalement réputée, disons, sensible. Le contexte de politique générale immédiat de 1907, je le rappelle, c'est la mise en œuvre de la loi de séparation des églises et de l'État, dont on va commémorer le 110e anniversaire samedi prochain. Je pense que vous serez nombreux à le faire. Loi qui est injustement ou exagérément ou abusivement attribuée à Émile Combes, puisqu'elle est du 9 décembre, et Maurice Rouvier avait succédé à Émile Combes depuis la fin de janvier 1905. La loi de 1905 attribuable à Combes rejoint notre sujet de la révolte du Midi. C'est une loi sur la répression des fraudes. C'est normal, Combes était l'élu d'une région viticole, mais dans le secteur du Cognac. En février 1906, Armand Fallières, avocat au barreau de Nérac, petite ville du Lot-et-Garonne, et aussi vigneron. Il avait une trentaine d'hectares de vignes dans un lieu-dit qui s'appelait le Loupillon, et comme il avait parfois des somnolences pendant les conseils des ministres, on parlait du Roupillon. Donc Armand Fallières est élu président de la République. À la suite d'élections, au mois de mai, confirme une évolution à gauche. Donc il y avait depuis le mois de mars, puisqu'on changeait de gouvernement en général avec le nouveau président de la République, un président du Conseil dont le nom prêtait au jeu de mots, M. Sarrien. Ça, c'est rien, quoi. Et Sarrien avait un encombrant ministre de l'Intérieur qui lui succède comme président du Conseil, tout en gardant le portefeuille de l'Intérieur, celui que Gambetta appelait l'étourdeau malfaisant 35 ans plus tôt, jeune homme Clémenceau. Alors, la crise viticole de 1907 fait suite à une mévente brutale, conséquence indirecte des conditions du vignoble français après sa destruction par le phylloxéra. Plusieurs facteurs concourent alors à la surproduction. L'encépagement, il se trouve que le phylloxéra est un puceron qui s'attaque aux racines des vignes, donc on a eu tendance à faire descendre le vignoble en plaine parce que l'inondation du terrain permettait d'étouffer les sales petites bêtes. C'est par exemple pour ça que vous avez vu des vignobles en Camargue qui se sont d'ailleurs comportés qualitativement, eux, de façon honorable. Mais le vignoble de plaine dans le Languedoc reposait sur un cépage de base qui s'appelait l'Aramon, très productif, mais qui donnait des vins, disons, d'une qualité très moyenne. Alors, comme ces vins étaient de qualité très moyenne, on les coupait,
Et comme il fallait bien faire quelque chose en Algérie où on n'avait rien à faire, on a planté de la vigne là-bas et on importait des vins d'Algérie qu'on appelait des vins médecins de fort degré pour coupage. Mais comme il y a eu comme une période où pratiquement la France ne produisait plus de vin, on avait appris à faire des vins chimiques qui, à mon avis, ont un peu contribué à la mauvaise réputation de la consommation de vin et d'alcool, parce que c'était des vins parfois assez facilement toxiques. Donc les pratiques de vin chimique, chaptalisation, c'est-à-dire apport artificiel de sucre dans les mous en cours de fermentation, et puis parfois des choses qui allaient beaucoup plus loin, continuent à se maintenir. Donc vous avez trois facteurs: une surproduction avec une mauvaise qualité, des importations massives pour compenser la surproduction de vin de mauvaise qualité, et on continue à fabriquer des vins artificiels. Donc après une période de très grande prospérité qui suit la première phase de reconstitution post-phylloxérique, grâce à l'invention des plants sous dégreffés venus des États-Unis, le revenu viticole s'effondre brutalement. Donc vous avez toute une région agricole qui reposait, dont la prospérité, tout l'artisanat qui était lié aux activités des domaines viticoles, etc., tout reposait sur la vigne et tout s'effondre en quelques années, sinon quelques mois. Je précise que certains se sont amusés à caricaturer cette révolte en disant, eh bien, vous avez des vignerons dans le Midi, des betteraviers au nord, et c'est un retour à une guerre nord-sud, un peu comme la croisade des Albigeois. Je le pense parfois quand je vois des collègues betteraviers. Le nom du ministre de l'Agriculture de cette crise viticole, Joseph Ruault, je le cite parce qu'on n'en parle jamais à propos de la crise. Or, Joseph Ruault bat tous les records absolus. Je l'ai dit un jour à Stéphane Le Foll, tu seras peut-être là pour 5 ans, avec le système de quinquennat, tu auras du mal à faire plus. Ruault est resté 5 ans et demi au ministère de l'Agriculture. Il avait été le plus jeune ministre de l'Agriculture de l'histoire moderne. Il a quitté le ministère de l'Agriculture pour aller dans une maison de santé, comme on dit poliment. Et il y est mort obscurément quelques années plus tard. Dans ses mémoires, le ministre des Finances du gouvernement, parce que finalement c'est toujours le ministre des Finances qui fait des choses importantes en économie et en politique intérieure, Joseph Caillot note: les pouvoirs publics avaient le devoir d'intervenir en demandant au Parlement de nouvelles armes contre les fraudes commerciales de toutes espèces. Puis il ajoute qu'il fallait montrer aux populations viticoles la périodicité inévitable des crises, tant qu'ils seraient plantés à tort et à travers, et que producteurs et commerçants ne feraient pas la guerre aux falsifications. Alors on voit apparaître dans ce contexte de crise viticole deux personnages intéressants. Un certain Marcelin Albert, qui est une figure charismatique. Il avait un petit vignoble, il tenait un bistrot dans un bled perdu. Il avait une belle allure et le caractère faible. Le véritable homme fort est le député socialiste et maire de Narbonne, Ernest Féroul, militant, franc-maçon, initié dans une loge qui s'appelait la Libre Pensée, ce qui ne peut que nous plaire, et qui sera plus tard le premier président de la Confédération générale des vignerons du Midi. Alors Clémenceau, qu'est-ce qu'il fait? Comment se déroule la crise? Eh bien Clémenceau, comme tous les chefs du gouvernement qui se moquent éperdument d'un problème de fond, envoie une commission parlementaire d'enquête. On crée une commission. La commission arrive à Narbonne le 11 mars. Marcelin Albert se déplace avec 80 et quelques viticulteurs pour rencontrer la commission. Les discussions, bien entendu, ne donnent rien. Il regarde son village qui s'appelle Argelier et constitue un comité de défense. Ce comité décide d'appeler à manifester chaque dimanche avec comme objectif crier notre misère devant le pays tout entier assez haut et assez fort pour émouvoir l'opinion publique en lui faisant connaître notre détresse et notre ferme volonté d'y mettre un terme. Le ministre des Finances travaille de son côté à prendre des mesures pour résoudre la crise. Clémenceau ne prend pas ça très au sérieux. Il lui dit: Caillot, vous ne connaissez pas le Midi, tout cela finira par un banquet. Alors en fait de banquet, il y aura 12 dimanches de manifestations avec une participation en constante augmentation. Le 24 mars à Salle-d'Aude, 300 personnes. Le 7 avril à Ouveillan, 1000. Le 21 avril à Capestan, 10 000. Le 12 avril à Béziers, 120 000. Et le 9 juin à Montpellier, nous sommes en 1907, à Montpellier, 800 000 personnes. Je ne sais pas si vous voyez le raz-de-marée humain. C'est tout un pays qui manifeste. Les cortèges sont organisés par communes, pressés par des fanfares. Il n'y avait pas de majorette à l'époque, avec drapeaux et pancartes. À Montpellier, on lance un ultimatum au gouvernement. Si des mesures ne sont pas prises, la grève des impôts sera lancée. Du côté des pouvoirs publics, il y a hésitation, mais les esprits s'échauffent.
Je précise que par ailleurs, vous allez voir qu'il y a tout un ensemble de textes qui vont être pris, mais pas à effet immédiat, et qui vont régler le problème sur le fond. Mais Clémenceau décide d'opter pour la répression et obtient, il est ministre de l'Intérieur, mais chef du gouvernement, d'envoyer l'armée, qui n'est pas faite pour ça. Et le 18 juin, des mandats d'amener sont rédigés contre Marcellin Albert, le comité et Féroul. Les permissions sont annulées partout et un début de mutinerie se déroule dans la région au 139e et 151e régiment d'infanterie. Donc vous voyez, il n'y a pas que le 17e. À Narbonne, vers 21h, le tocsin sonne, des barricades s'élèvent, comme en 1871, j'ai parlé de la commune de Narbonne tout à l'heure, et à la gare débarquent 5 régiments venant d'Aurillac, de Brive et des cuirassiers de Lyon et 500 gendarmes. La foule les attend, nous demandons du pain, on nous envoie du plomb, ne tirez pas, croissant d'air. Le cortège crie vengeance, se rend à la sous-préfecture, les portes sont enfoncées, de violents corps à corps ont lieu. La troupe attaque les barricades, les cuirassiers tirent sur l'ancien secrétaire général de la Bourse du Travail qui est tué, mais il y aura globalement assez peu de morts. Il y aura 6 autres morts et des dizaines de blessés de part et d'autre. Des incidents de même nature se déroulent jusqu'à Toulouse et Perpignan, où la préfecture est incendiée. Vous voyez, c'est quand même assez sérieux, on incendie de préfecture. Et alors, à la caserne de Dagde, le 17e régiment d'infanterie se mutine. Au colonel qui s'y oppose, un soldat lui déclare « Vous n'êtes plus rien ici, c'est nous qui commandons ». Le colonel est bousculé et giflé. Et je tiens à vous préciser que j'ai fait quelques petites recherches sur l'historique du 17e RI. Je n'arrive pas à connaître le nom du colonel. J'aimerais bien connaître les alliances de ses descendants en feuilletant ensuite le Botamonda. Le caporal sapeur Fontcave, c'est plutôt un don de plombier, ouvrier électricien de Béziers, prend sa place. Et il témoigne, tambour, clairon, musique et compagnie. Au signal d'en avant, la musique joue l'international et crosse en l'air, partons à Béziers. La foule qui nous suit grossit de plus en plus. Vous voyez, ça c'est le site de Corneille. Ils sont 589 soldats. Ils s'arrêtent à Vias où la population les restaure. Le général Lacroisade, non prédestiné, se porte en personne au devant d'eux avec la compagnie du 81e régiment d'infanterie. Clairons et tambours couvrent sa voie. Le 17e s'avance. Les soldats du 81e s'écartent pour le laisser passer. Vous voyez, ça n'embraye plus. Dans la nuit, les autorités tentent d'envoyer des renforts par chemin de fer. Les vignerons du Lot-des-Voies barrent la voie et arrachent les rails. Le train militaire est bloqué par une foule armée de bâtons et de barres de fer. Ça peut suffire quand on démonte les rails. Le train n'arrivera donc jamais. Dans les jours suivants, la répression s'intensifie. 60 000 militaires occupent la région. Je ne sais pas si vous voyez, par rapport à 4 ou 5 départements, ça représente l'équivalent France entière d'1 500 000 hommes. Le taux d'occupation est très supérieur à ce que les Allemands ont fait 40 ans plus tard. Loi martiale, couvre-feu. À l'époque, la notion d'état d'urgence n'existait pas. C'était l'état de siège ou rien. Couvre-feu à 17h, faisceau de fusil au Carrefour. Le député des Pyrénées-Orientales, Emmanuel Brousse, dynastie politique bien connue, s'écrit à la Chambre s'adressant au charmant Clémenceau « Quoi que vous fassiez aujourd'hui, Monsieur le Président du Conseil, votre nom sera maudit désormais par les générations de républicains et votre ministère restera dans l'histoire comme un ministère de meurtre, de carnage et de sang. » Alors Clémenceau bénéficie d'un coup de chance énorme dans cette affaire. C'est que Marcellin Albert, figure charismatique, je disais tout à l'heure, il présentait bien, un bon orateur, probablement un esprit faible, et il avait pris, en quelque sorte, pour échapper à l'arrestation, il vivait clandestinement, et il se rend à Paris pour rencontrer Clémenceau le 23 juin. Alors Clémenceau le reçoit, et puis ensuite il lui donne un billet de 100 francs, ce qui était une somme à l'époque, pour payer son billet de train en retour, en veillant naturellement à ce que le journaliste constate que Clémenceau avait eu un peu mon porte-monnaie et lui avait remis un billet de 100 francs, etc. Donc, inutile de vous dire qu'à son retour à Montpellier, Marcellin Albert n'existait plus politiquement. L'affaire se dégonfle et, en fait, à peu près au même moment, le ministre des Finances ayant travaillé... Alors, dans le système de la Troisième République, on n'est pas comme dans le système d'aujourd'hui avec un Premier ministre qui verrouille totalement la musique de ses ministres. Chaque ministre travaille de son côté. Il y en a un qui préside le Conseil des ministres, point barre. Et après, il va, avec les parapheurs sous le bras, faire signer au président de la République qui a obligation de signer, bien que ce ne soit pas écrit dans les lois constitutionnelles. Donc le ministre des Finances est quelqu'un avec lequel Clémenceau aura des relations de plus en plus mauvaises.
c'est un certain Joseph Caillaux. Donc Caillaux a pris tout un ensemble de mesures qui permettent de circonscrire. La loi sur les fraudes est votée dès le début de l'été, loi du 29 juin et du 15 juillet, complétée par l'exonération fiscale sur les 3 récoltes précédentes. Je ne connais pas la déclaration d'impôt de Falière pour ces vignobles du Loupillon. Les années 1904, 1905, 1906, où ça n'est pas si mal. Et au cours des débats, Jean Jaurès propose ironiquement la nationalisation des grandes propriétés viticoles. Et ce texte gag obtient quand même 65 voix. Donc vous voyez, le soufflet monte très haut et retombe tranquillement à partir du moment où d'un côté Albert s'est ridiculisé, ou d'autre part les populations ont quand même été impressionnées par le colossal déploiement militaire mis en œuvre par Clémenceau, et troisièmement, des mesures de fond qui ne suffiront pas sur le long terme, mais qui sont les mesures qu'il fallait prendre, etc. Cela étant, l'affaire n'est pas sans conséquence. Qu'advient-il des butins? Eh bien, ils sont envoyés dans des formations disciplinaires. 150 soldats du 17e régiment d'infanterie sont envoyés à Gafsa, dans le sud de la Tunisie, et pas pour exploiter des phosphates. Nos chefs militaires, qui se remettent mal de leur sottise au moment de l'affaire Dreyfus, se méfient désormais du contingent. Depuis cette date, le service militaire, alors ce qui est important dans cette affaire, c'est que on était sur le mythe de la nation armée, du peuple en armes. Donc les gens faisaient leur service militaire chez eux. Moi, j'avais toujours le souvenir très différent, étant charentais. Mon grand-père faisait son service militaire à 15 km de sa maison. Mon père a fait son service militaire à Toulouse. Parce qu'à partir de cette date-là, et en profitant des chemins de fer, on a évité soigneusement à ce que les soldats fassent leur service militaire à proximité de leur domicile. Comme ça, en tant que de besoin, on pouvait utiliser l'armée pour ce sur quoi elle n'était pas faite. Alors ensuite, Clémenceau, égal à lui-même, s'est montré quand même un peu vindicatif. Pas de peau pour les butins, il est redevenu chef du gouvernement en novembre 1917. Et en plus, ça tombait bien, le commandant en chef à ce moment-là s'appelait Philippe Pétain. Et Clémenceau était sous le charme de Pétain. Alors il a veillé à ce que les butins soient engagés au travers de leur nouveau régiment dans la bataille de l'Argonne, sans la moindre préparation d'artillerie. Donc le caporal de tout à l'heure, vous savez, l'électricien au nom de plombier, s'est retrouvé dans une position délicate, mais il s'en est sorti vivant. Pour ce qui est de la crise viticole, les mesures immédiates de taxation du sucre rendent plus coûteux le vin semi-artificiel de la chaptalisation. L'obligation des déclarations de récolte, ça dure encore et c'est une mesure de bon sens. Obligation des déclarations de surface, ce qui a permis un relatif rétablissement de la situation, ce qui n'a pas été totalement suffisant. Il y a eu à nouveau une crise assez grave dans les années 70, avec la persistance des vignobles de plaine. Et il y a eu à Montredon-les-Corbières en mars 1976 quelques morts provoqués par la brutalité méprisante du président de la République d'alors, M. Giscard dit d'Étain, et de son ministre Bonnet parlant de bibine. Alors qu'aujourd'hui, finalement, on fait de très bon vin dans le Languedoc à condition de monter en altitude. Voilà. Alors, où en étais-je? Ah oui, l'aurore, quand même, j'accuse de Zola, c'est pas mal. Sans doute, je ne veux pas dire qu'un vaste complot avait été organisé contre la République et que seuls les réactionnaires prirent part aux tragiques événements du Midi. Cependant, dans l'organisation même du mouvement, il me semble voir trop souvent la main des cléricaux, et quand il éclate, c'est des églises que vient le signal. Dans le journal La Croix du 19 mai, autrefois nos populations en liesse fêtaient le pain descendu du ciel, le vin qui assoupit des angoisses terrestres. Nos processions se déroulaient dans les rues. Aujourd'hui, ces processions ont été refoulées dans nos églises, sans qu'on croirait dire les vers introductifs d'Athalie de Racine. Notre midi n'est pas pour rien dans la longue série de faits qui ont amené la situation lamentable au sein de laquelle l'Église se débat. Donc là, c'est l'inverse, c'est les anticléricaux qui sont la cause, c'est la punition de Dieu. Tous les jours, la presse catholique attaque violemment la majorité. Quand l'évêque de Carcassonne déclare « Le premier besoin d'un peuple est d'être heureux, le meilleur moyen d'y arriver est de rester ou de redevenir chrétien. » Puis alors, à l'époque, il y avait un torchon qui s'appelait la libre parole, et pas la libre pensée, d'un certain Édouard Drummond. Alors là, c'est clair. C'est les Juifs et les francs-maçons. Les 3 points veillent à l'exécution implacable du programme israélite.
Bon, je vous signale quand même que les meilleurs crus du Médoc appartenaient à deux branches de la famille Rothschild. La presse bonapartiste et de droite se retrouve pour un plus haut renversement de la République, ce qui permet à Clémenceau de déclarer de la famille « Les émeutiers sont des repris de justice ou des jeunes dont les familles sont engagées dans l'action anti-républicaine ». Alors pour conclure, je dirais finalement quelles leçons peut-on tirer des événements. Alors vous constaterez quand même que dans l'ensemble, la presse parisienne caricature complètement les événements et n'y comprend rien. C'est une histoire de méridionaux et de viticulteurs. Et on repère peu le problème militaire. Donc on a quand même une région qui est dans un système de monoculture qui passe brutalement de la prospérité à la misère. Dans ces cas-là, ça pète. Le mouvement n'est pas pris au sérieux par un chef de gouvernement que l'histoire connaît bien, fantasque et souvent léger, qui par contre aime bien réagir brutalement au nom du maintien de l'ordre, pendant que le Parlement, à l'initiative de son ministre des Finances, vote en urgence des mesures techniques salutaires mais peu spectaculaires. Aussi en surface, chacun s'agite, donnant la responsabilité à ses adversaires, parfois sur un fond complotiste classique à l'extrême droite. Nous avions remarqué avec Patrice Sifflet qu'on pouvait aujourd'hui dire à Béziers complotiste sans frontières, puisque le label sans frontières est galvaudé dans cette malheureuse ville. Alors, pour ce qui est de la politique agricole et plus particulièrement viticole, l'effet à long terme est évident. En langage d'aujourd'hui, on parlerait de traçabilité des produits, de protection des consommateurs. Donc, ce que je retiendrai également, c'est entre Clémenceau et Caillaux l'opposition de deux méthodes de gouvernement. Quand un homme politique est confronté à un problème, il a d'abord deux options. La première, qui marche dans 80% des cas, ne rien faire. Le chien crevé au fil de l'eau de Cueil est finalement efficace, mais il y a des fois où ça ne marche pas. Alors quand ça ne marche pas, c'est-à-dire environ 20% des cas, il y a deux méthodes. La première méthode, c'est, j'allais dire, la méthode Caillaux, on traite le problème au fond. La méthode Clémenceau, c'est au nom d'un ordre qui là été républicain, mais qui peut être fasciste, qui peut être impérial, royal, tsariste, tout ce que vous voudrez. On cogne jusqu'à ce que ça se taise, quoi, silence dans les rangs. Bon, il y a parfois des petits jeunes gens qui se disent socialistes et qui se prennent pour Clémenceau. Aujourd'hui, c'est amusant, mais enfin, ce sont des répliques gentilles. Je pense que le plus important, c'est que la conséquence a été une fêlure irrémédiable entre le commandement militaire et le contingent. Le rôle de l'armée n'était pas de combattre les vignerons du Languedoc et ne le reste pas. Alors, conséquence immédiate, aux élections de 1910, puisqu'à l'époque les législatives avaient lieu tous les 4 ans, tous les députés de la zone en révolte ont été des élus socialistes. Voilà en quelques mots ce que je voulais dire sur les piou-piou du XVIIe, qui sont une figure emblématique d'un problème à la fois plus large, plus profond et avec des pseudopodes.